Sécure, épisode technique. Je suis accompagné de David. Comment vas-tu? Bonjour Nicolas, ça va très bien, merci. Cette fois-ci, tu reviens. On a abordé déjà le SOC souverain, on a abordé Oxa, qui est une plateforme ouverte. Là, on va revenir, on va reboucler un peu sur le SOC, étant donné que c'est une pièce quand même importante. C'est un peu dans votre cœur de mission également. Le SOC souverain, c'est une chose. Maintenant, le SOC moderne, on en entend beaucoup parler. C'est très actif. Il y a beaucoup de mythes qui se véhiculent. Il y a beaucoup de perceptions qui changent. Mais dans la réalité, effectivement, ça l'a évolué, mais peut-être pas de la façon qu'on a, marketingment parlant, ça a été fait. Et comment vous autres, vous l'abordez de votre côté et comment on avance avec ça? Je vais te laisser démarrer avec le sujet. Ouais, c'est un super sujet et pour nous, c'est un élément clé parce que nous, on est effectivement éditeur de logiciels. On développe donc du coup Sequoia.io qui est une solution de plateforme SOC. Donc forcément, quand je dis ça, ça veut dire que la logique d'essayer de construire un produit de SOC moderne, on l'a toujours eu du point zéro jusqu'à aujourd'hui. On se re-challenge tout le temps pour se dire c'est quoi les conditions de marché qui vont faire que notre solution, notre plateforme est la plus efficace, rapide, scalable, justement pour répondre aux besoins du marché. Et c'est ça finalement les conditions qui vont être aujourd'hui celles qu'on attend pour ces modernes SOC entre guillemets. Donc le terme est un peu galvaudé, c'est certain, mais le but c'est de mettre en musique finalement les meilleurs composants qui vont être nécessaires dans un environnement SOC pour que finalement ton SOC soit dans l'air du temps, efficace encore une fois et délivre le maximum de valeur à tes analystes. Donc aujourd'hui, on va dire si je fais un arrêt sur image en 2026, début 2026, je peux encore le dire, on est en janvier, d'un SOC moderne, qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? On va avoir la capacité de fusionner la connaissance interne et la connaissance externe avec mes événements de sécurité. Déjà, donc ça, ayant dit ça, c'est-à-dire que mes événements de sécurité, c'est le SIEM. Normalement, je vois ces événements passer, je vais les ingérer, je vais les normaliser, je vais les consolider et ensuite je vais faire mes traitements, mes opérations, mais je vais avoir des moteurs qui vont tourner sur ça. On en parlera par la suite. Mais typiquement, je consolide ces événements-là. Donc j'ai la partie événements et après j'ai ma connaissance qui va être interne, ma connaissance qui va être externe. Normalement, ma connaissance interne, c'est la logique de quelle est ma base de connaissances, on va dire, sur mes assets, sur mes solutions d'IAM, quelles sont mes identités, qu'est-ce qu'elles font, est-ce qu'elles sont sensibles, pas sensibles, pareil pour mes assets, est-ce que j'en ai certains qui sont vulnérables, qui ne le sont pas, à quoi sont rattachés ces assets-là, quel chemin critique d'un point de vue sensibilité métier ils me délivrent. Donc ça, c'est vraiment la connaissance interne. Et après, de l'autre côté, connaissance externe. Donc là, on est en dehors des frontières de l'entreprise. Qu'est-ce que je dois craindre? C'est quoi les menaces? Et là, on est sur les enjeux de threat intelligence, de modélisation de la menace. Donc, quelle est cette menace-là aujourd'hui? Et si jamais je suis confronté à elle, comment je le vois? Donc ça, ça a été presque notre travail au départ quand on a construit le produit. On a commencé par la threat intelligence en se disant qu'avant de comprendre les événements du client, on allait chercher d'abord à avoir une base de connaissances externe consistant à définir quelle était la menace. Et ensuite, comme on commençait à avoir justement cette bonne vue exhaustive de la menace, on allait pouvoir mettre en confrontation les événements du client et voir ce que ça voulait dire pour eux. Et donc là, typiquement, quand je dis ça, ça veut dire qu'on est déjà dans des approches un petit peu de moteur, puisque dans les moteurs de détection, et je reviens sur la partie du SIEM, une fois que j'ai traduit ma réalité d'événements de mon système d'information en données techniques qui sont entrées dans ma plateforme, il s'agit d'en faire des choses. Donc du coup là, j'ai mes moteurs de détection qui vont tourner au-dessus de la couche d'ingestion, et donc là, je vais essayer de faire apparaître des comportements qui sont problématiques. Nous, typiquement, on a un certain nombre de moteurs qui tournent. En l'occurrence, on va avoir un moteur qui est basé sur la threat intel. Donc on en parlait juste avant. Le moteur sur la threat intel, il est hyper efficace et hyper simple à comprendre. Typiquement, tu as comment je vais dire ça?
notre base de threat intel, c'est une base graph. Donc typiquement, on va imaginer qu'on a une terre, d'accord, on a une bulle, et cette bulle, en surface de la bulle, c'est tout un ensemble d'indicateurs. Et maintenant, quand je descends à l'intérieur de ma bulle, je vais avoir tout un ensemble d'autres nœuds qui sont rattachés. Et ces autres nœuds, c'est la manière dont finalement mes points en surface sont reliés les uns avec les autres. Donc, je m'explique. Mes points en surface, ce sont des indicateurs, par exemple une adresse IP. Et si je vais un cran plus bas, cette adresse IP, on va me faire apparaître qu'elle est associée à un code malveillant. Ce code malveillant, si je vais un nœud plus loin, je vais voir qu'il a été associé, que ce code malveillant a été associé à une campagne d'attaque, que cette campagne d'attaque, un nœud plus loin, elle est associée à un threat actor particulier qui a aussi lancé d'autres campagnes, etc., etc. Tout est nœud, tout est graphe, tout est interconnecté. Et donc du coup, à la fin, j'ai cette énorme bulle là, avec tout un ensemble de nœuds à l'intérieur. Et imaginons qu'en surface de cette bulle, j'ai ma couche d'indicateurs. Et donc du coup, à l'intérieur, après, dans la terre, je vais avoir d'autres choses. Mais du coup, si je confronte la surface de cette bulle avec mes événements, j'ai mon premier moteur. Si j'ai n'importe quel indicateur qui est observé dans mes événements, ça veut dire que j'ai un type de problème associé à ce que ma connaissance sur la menace sait me dire. Donc ça peut être un problème mineur, potentiellement indicateur consistant à présenter une information sur un site de phishing. Ok, bon bah c'est de la cybercriminalité, peut-être pas trop à risque, mais c'est peut-être pas mal à ce moment-là de notifier mon utilisateur, de voir ce qui s'est passé, etc. Tout comme ça peut être une problématique plus majeure. Je suis sur une identification, on va dire justement je sais pas, d'un hash ou d'une adresse IP de communication de type command and control associé à des mouvements latéraux d'un mode opératoire de code malveillant connu comme étant assez sensible. Là, ça pourrait démontrer des enjeux d'intrusion amenant un peu plus loin à du ransomware ou à de l'espionnage. Donc là, je suis vraiment en chemin milieu d'une attaque qui potentiellement est sensible et il va s'agir d'avancer et de réagir vite pour justement ne pas que l'attaquant avance, lui, dans ses stades d'après, puisque quand il va arriver sur sa dernière étape, bah moi, j'ai perdu. Dans un jeu d'échecs, finalement, si lui, il arrive jusqu'au bout, moi, ça veut dire que j'ai perdu. Et nous, c'est ça notre but, c'est d'amener la plateforme avec des moteurs qui vont permettre de voir le plus tôt possible dans le chemin de concrétisation de l'attaque de l'attaquant, qu'est-ce qui se passe et en quoi mon système d'information est compromis, enfin est touché. Donc là, c'était le premier moteur sur la threat intel. Le deuxième, c'est les sujets qu'on avait classiquement dans le SIEM, les sujets de corrélation. Nous, on les a repensés un peu dans la mesure où on a tout redessiné sur un langage qui se veut pratique à être utilisé par la communauté. On fait tout à base de Sigma et de Sigma corrélation. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler dans d'autres articles précédents. C'est un peu le format de référence qui permet de créer des règles efficacement, et aussi tu as des repositories de règles ouvertes par la communauté. Et donc du coup, tu peux te dire que tu vas recréer tes propres règles, que pour certaines d'entre elles, tu vas t'appuyer sur celles de la communauté. Nous, en pratique, ce qu'il faut savoir, c'est que toute notre création de contenu de détection, donc tant la partie règles de corrélation dont on parle là, ou toute notre base de threat intel, tout ça, c'est créé ou validé par des experts chez nous. Donc on a, et ça c'est hyper important, c'est que nous on fait en sorte d'avoir cette pertinence dans la détection. On veut vraiment que nos moteurs soient générateurs de zéro faux positif. Alors bien sûr, ça c'est l'idéal, et il va y en avoir parfois, il y a quand même des trucs qui vont rater, mais honnêtement, on a un taux qui est vraiment pas mal. Je crois qu'on a 0,001% de faux positifs sur tout le contenu, donc on en est assez fiers. Et avec raison, parce que c'est très difficile d'arriver à ces niveaux-là. C'est dur, mais encore une fois, nous on a commencé par la threat intel, et on fait en sorte d'avoir exclusivement des sources viabilisées, que derrière toute collecte d'informations, transformation, c'est avéré, attesté. Chaque étape, on va dire, pour tes auditeurs qui connaissent le cycle de l'intelligence, tu as tout un ensemble d'étapes que tu passes entre ton point d'intérêt qui va t'amener à la collecte d'une information et qui va se transformer pour devenir du renseignement, de l'intelligence, et à la fin être consolidé dans un produit. Et en fait, sur chacune de ces étapes-là, nous, on a notre check de vérification pour s'assurer, est-ce que c'est bon? Est-ce que je passe à l'étape d'après? Est-ce que j'ai pas des warnings qui se lèvent, etc. Et au moment, si j'ai le moindre zone de risque, soit ça va être revu par un humain, soit même potentiellement, ça peut être rejeté directement sur des étapes amont par l'automate, consistant à dire, non, là, c'est trop risqué, ça passe pas. Et donc, du coup, on préférera ne pas mettre des zones d'indicateurs plutôt que de
pouvoir ou vouloir générer du faux positif à la fin. Donc voilà, le fait que tout est associé à de la revue modélisation par de l'humain, c'est valable sur tous nos moteurs. Et le dernier que j'ai pas évoqué, c'est un moteur d'anomalie. Le moteur d'anomalie, lui, il va faire apparaître des tendances consistant à pouvoir dire lorsqu'il s'est passé ça et que sur un volume, tu vois, une enveloppe de volume, il va se passer ça après qui est déviant par rapport à cette première modélisation, bah on a quelque chose d'anormal. Là, je vais donner une illustration qui est très simple. Les sujets de DDoS. Tu as une baseline de réception, par exemple, sur ton serveur web. Je me suis dit qu'à peu près, tu vois, tu as un trafic à peu près lissé. Éventuellement, tu en as plus dans la semaine, un peu moins le week-end, mais voilà, tu as ces enveloppes assez lissées. Et bah, typiquement, si tu te mets à avoir un trafic qui devient x2 ou x3, à toi de régler les seuils, tu dis, ah, ça, c'est pas normal, j'ai un problème. Donc, tous ces modèles-là, basés sur des charges du trafic, donc, par exemple, du DDoS, du brute force, de l'exfiltration, du contenu illégitime, choses comme ça, de l'usage illégitime, tout ça, c'est très adapté à ces aspects un petit peu comportementaux, et ça fait apparaître, pareil, des alertes intéressantes sur ça. Donc ça, ce sont les différents moteurs qui, chez nous, arrivent complètement packagés. Sous-entendant, dans l'approche moderne SOC, c'est bien d'avoir les événements, mais le but, ça va être de dès le départ aussi pouvoir tirer de la valeur. Comment je fais en sorte que, dès mon jour 1, j'ai la capacité de faire apparaître les menaces, mes problèmes en interne de mon système d'information. Donc là, je vais faire une petite pause entre, tu vois, ces explications de moderne SOC là qu'on a qui aujourd'hui en 2026 font que dès le départ, je branche mon SOC et dès le premier jour, j'ai des alertes qui sont pertinentes parce que j'ai une vraie menace en face. Maintenant, je fais une pause et je reviens en flashback, on va dire ce qu'on avait il y a 10 ans, 15 ans. Moi, je me rappelle, j'étais déjà dans les environnements certes SOC à ce moment-là. Monter un SOC, c'était toute une histoire. Hein. Tu devais mettre en place, on va dire d'abord ta stratégie de collecte. Tu devais aller acheter tes souscriptions de licences SIEM que tu installais, que tu déployais, que tu galérais à monter ton infra pour le faire. Donc, tu associais ta collecte avec ton environnement SIEM qui allait récupérer ça. Ensuite, on parlait pas de threat intel. Si tu en avais, dans tous les cas, elle était pourrie sur le marché. Ouais, ou inutilisable, faut pas, ouais, voilà. sans dire qu'elle était pourrie, mais elle était pas utilisable de façon intéressante. Puis tu l'as très bien décrit. Tout le volet de CTI que vous avez, il est en graphe. Puis d'ailleurs, je trouve ça très intéressant que tu mentionnes l'approche graphe parce que tu dis il y a 10 ans, puis c'est à peu près à l'époque aussi, je montais des SOC plus old school, mais le SIEM était central, oui. Ouais. Mais c'était d'une complication sans nom, puis l'enrichissement était vraiment nul et on faisait de l'enrichissement non graphe à cette époque-là. À la limite, on prenait, comme tu dis, un CTI et on faisait juste les IP sans aucune compréhension de ce que les IP amenaient, sans rien d'autre. Donc, la capacité de l'analyse, on enrichissait, mais à un niveau tellement faible que finalement, l'analyse devait refaire beaucoup plus de travail, ça, il y a une dizaine d'années. Puis le gain d'arriver en graphe, il est, à mon sens, monumental en termes d'avancée, en termes de capacité de réflexion pour justement les opérateurs de Moi, je l'ai vu ça, justement, il y a 10 ans, les alertes qui étaient levées dans le SIEM. Éventuellement, quand on parlait d'alerte associée à la threat intel, c'était le fait de dire « Ah, il y a un problème, la communauté a dit que c'était une menace. » Qu'est-ce que j'ai derrière ? L'alerte, elle s'arrêtait là. Tu t'en savais rien, en fait. T'en savais rien. T'avais juste potentiellement une alerte sur une IP. À toi de faire tout un travail d'osint après derrière cette alerte-là. Et en fait, donc, derrière chaque alerte, t'avais 1 heure à passer pour savoir ce que ça voulait dire. Ça ne voulait même pas dire que c'était forcément bien. Donc, tu viens déjà de cramer 1 heure de ton temps. Ça, c'était il y a 10 ans, c'était cette réalité-là. Donc, ça, aujourd'hui, on l'a complètement transformé, effectivement, avec l'aspect connaissance en grave. Dès que t'as quelque chose qui tilte, et déjà, le but, c'est que ça tilte le moins possible, sous-entendant qualité de la threat intel, qualité de la connaissance de la menace. Et derrière, on fetch les nœuds qui sont associés. Telle IP, on s'en fout de l'IP. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire c'est rattaché à ça, à telle campagne. C'est éventuellement tel secteur d'activité qui a été confronté à ça. Oh mince, c'est le même secteur d'activité que moi. Ça veut peut-être dire que je suis associé à une campagne générique qui vise la collecte d'infos sur mon domaine d'activité, etc., etc. Le but, c'est d'amener à l'analyste les éléments de compréhension. Et un autre truc que je trouve aussi caractéristique, on a parlé du moteur, des règles de corrélation. Ça, c'est la partie detection engineering. Et nous, on a des équipes en interne chez nous, dans notre équipe, encore une fois, de threat intel qui travaillent que à la modélisation des menaces et à la simulation des menaces et voir comment est-ce que je les détecte. Donc, du coup, pour détecter une menace, ça va être le fait de dire, il s'est passé ça dans un environnement de poste de travail.
puis c'est passé ça sur un type d'équipement réseau. Et donc, du coup, nous, on vient à travers justement du Sigma ou Sigma corrélation modéliser ça d'un point de vue langage un peu conceptuel en disant lorsqu'il y a tel type d'événement sur le poste, je sais pas, qui t'est arrivé 5 fois de suite en 1 minute, puis tel type d'événement qui est arrivé sur un équipement réseau, bah là, ça veut certainement dire qu'on a telle menace qui est caractérisée derrière. Et si tu te rappelles, pareil, il y a 10 ans, quand tu montais ton SOC, t'avais pas des règles de corrélation qui étaient précises sur les menaces. En général, ce que tu faisais, c'est que tu prenais la politique de sécurité du client, t'essayais de la traduire en règles de corrélation. Et là, c'est pas pour jeter la pierre au grand compte, mais les politiques de sécurité historiques, c'était pas forcément toujours brillant dans leur contenu et donc du coup la capacité à lever des alertes qui correspondaient à des vraies choses. Honnêtement, des fois, c'était des trucs complètement bidons. Et donc du coup, d'une PSSI bidon, bah tu en générais des alertes qui étaient complètement inutiles pour les analystes SOC. Tu en arrivais à ce que du coup le SOC délivre des alertes qui sont volumétriques, inintéressantes. Et lorsque arrivait la question du reporting de à quoi sert mon SOC, à rien. À rien, j'ai dépensé 1 million d'euros, 2 millions d'euros à le monter, ça m'a mis 1 an et ça sort rien. Donc c'est ça qu'on a essayé de casser complètement et dans ces approches modernes SOC, c'est de se dire les événements arrivent dès le jour 1, ils sont confrontés à un ensemble de moteurs qui sont hyper précis, hyper efficaces et qui délivrent de la manière, on va dire, d'être mis en relation par rapport à des vraies menaces, encore une fois, et qu'on a toutes modélisées, toutes checkées, toutes vérifiées pour être sûr que ça génère pas du faux positif. Donc là, on arrive au stade de l'alerte. Et après, on peut continuer. L'idée, c'est de se dire, les alertes, qu'est-ce que j'en fais? C'est pas une fin en soi. Être un SOC, c'est sûr que la terminologie alerte, c'est un point central du métier de SOC. Mais le but, c'est pas de traiter de l'alerte. Le but, c'est de préserver, c'est de contenir les risques de l'entreprise, c'est d'empêcher qu'il y ait des dangers, c'est d'empêcher qu'il y ait des impacts qui se concrétisent. Donc le but, une fois que l'alerte, elle est là, c'est d'enchaîner après les plans de réaction. Et donc là encore, d'un point de vue enchaînement de plans de réaction, stratégie moderne SOC, c'est comment j'embraye de cette logique de l'alerte avec justement des plans de réponse qui vont être cohérentes dans mon environnement. Donc la notion de cohérence dans mon environnement, il y a plein de manières d'y répondre. Ça va être des stratégies d'orchestration. Ça va être des stratégies d'automatisation. Donc, je dis ça volontairement en me disant que là, j'ai dit les termes O et A. On est dans le monde du SOR, Security, Orchestration, Automation and Response. Donc, nous, on a ce composant SOR, on va dire, qui va être embarqué et dans la continuité des alertes. Mais surtout, tu peux encore aller plus loin. C'est sous-entendant ces playbooks de réponses qui vont effectivement porter ta dynamique orchestration, automatisation. Tu vas pouvoir aussi te dire que soit ce sont tes humains qui les créent et qui les actionnent, c'est une chose, mais tu peux aussi laisser à l'IA le fait de s'engager elle-même dans des perspectives de réponse. Et ça devient super intéressant. Parce qu'en fait, à ce moment-là, plutôt que d'avoir des logiques de plan de réponse en disant, je sais pas si tu connais les fiches, tu sais, t'as les fiches du sens qui étaient sorties à un moment justement sur des plans de réponse, c'était écrit par Lenny Selzer, je crois, c'est des vieux trucs. On avait fait aussi des vieux trucs, là, mais oui, c'était pour aider les gens à démarrer à une époque où le niveau de connaissance globale était beaucoup plus faible que maintenant, mais qui vieillit pas nécessairement très bien maintenant, là. Oui et non, parce qu'en fait, la méthodologie générale, elle est pas encore complètement si... elle peut être encore préservée. Nous, je me rappelle, c'est pareil, à la Société Générale, on avait fait ce qu'on appelait des IRM, Incident Response Methodology, qui permettaient de définir pour différents types de menaces, comment est-ce que tu y répondais. Alors oui, bien sûr, la technologie, elle a changé depuis, mais la manière d'aborder la réponse, elle est encore bonne. Et donc, effectivement, si tu dis, j'ai cette logique-là, et derrière, par contre, je vais avoir des nouveaux enchaînements, des nouveaux types de manières d'opérer. Par exemple, les API sont arrivés, donc tu vas pouvoir automatiser des choses. Mais, exemple, il s'est passé, tu as une piste d'intrusion sur un poste de travail, ça peut être intéressant. Première étape, une fois que tu l'as détecté, de t'assurer que tu as bien une intrusion sur le poste de travail. Donc ça va être par un mécanisme de micro-forensic ou de query. Tu vois des logs que tu as sur ce poste de travail. Et en disant, je vais checker autour de cet événement-là, qu'est-ce qui s'est passé un peu en amont, tu vois, dans les 5 minutes de fenêtre temporelle autour de cet événement, pour t'assurer que t'as pas eu un truc un peu bizarre. Une fois que tu as cette confirmation-là,
tu vas aller un cran plus loin pour vérifier si justement après il n'y a pas eu une autre étape, on va dire à ce moment-là d'activité illégitime sur la machine, ce qui permettra de confirmer ton alerte. Cette logique-là, tu peux dire ça c'est mon humain qui le fait, qui va donc du coup hunter au sein de tes logs, mais ça peut être aussi un agent d'investigation. Donc là, tu laisses un peu la main à l'IA et on commence à avoir l'IA qui rentre sur ce domaine-là, qui va elle-même prendre le job, on va dire, de rentrer dans le traitement d'une alerte et de faire un ensemble de tâches préqualifiées pour au moins avoir la zone finale en disant l'alerte elle est bonne, elle est pas bonne. J'ai levé quelque chose, est-ce que je suis sûr de moi ou pas? Exemple tout con, pareil, tu pourrais avoir des assets qui seraient de type honeypot en interne dans l'entreprise. Exemple tout bête. Et donc du coup là, si t'as une alerte, on va dire, qui est associée à ça, qu'est-ce que tu vas en faire, sachant que c'est un honeypot? Tu peux apprendre à ton modèle le fait de dire, lorsque justement c'est du honeypot, volontairement, je vais vouloir lever tout type d'alerte, on va dire, cautionner tout type d'alerte qui est associé, parce que je suis pas censé voir ce honeypot-là. Et à l'inverse, lorsque c'est mes équipes de dev, on va dire, qui vont ou j'en sais rien, ou de Red Team, jouer avec le honeypot, là je sais qu'ils sont en train de stresser le modèle volontairement, et ça je veux l'oublier par défaut. Donc tu peux avoir ton moteur d'investigation qui va faire le job en disant je qualifie les alertes, et selon la typologie des assets, aussi distinguer dans des logiques d'instruction, en disant là typiquement je sais que c'est bon, là je sais que c'est pas bon. Et tout ça finalement tu peux aujourd'hui le faire avec cette logique, on va dire, d'accompagnement d'agent IA qui va faire ce job de triage d'alerte pour, encore une fois, faire en sorte qu'à la fin, c'est la maximisation de contenu pour l'analyste en disant telle alerte est associée à ça, voilà, je t'ai fait les pré-checks, voilà ce qu'il reste à traiter. Et encore une fois, tu peux aller un cran plus loin et terminer le boulot avec des playbooks automatisés qui vont lancer des actions de médiation, par exemple sur des machines isolées. C'est très intéressant parce que ce que tu mentionnes, il y a beaucoup d'enrichissement interne. Justement, si on revient sur le SOC d'il y a 10 ans, l'enrichissement externe était faible ou inefficace au sens où on était capable de ce qu'on obtenait comme contenu. Et là, tu parles justement d'un enrichissement interne qui était aussi complexe à mettre en œuvre il y a 10 ans ou qui n'arrivait pas à un résultat intéressant, où il y avait beaucoup de travail humain qui était fait. Là, tu mentionnes là, la machine est capable d'en faire une bonne partie. Donc, de préqualifier, j'aime bien cette façon-là, justement, qui retire systématiquement. Parce qu'il arrive beaucoup que les utilisateurs vont faire des actions qui vont peut-être lever des alarmes, parce que des fois, les alarmes sont un peu sensibles. Et ensuite, de vérifier s'il y a lieu de s'y intéresser ou pas. Puis des fois, dans certains cas, certaines alarmes sont sensibles volontairement parce que certaines classes d'attaque ou d'attaquants vont soulever ces éléments-là, mais doivent aussi être corrélés avec d'autres éléments qui suivent, notamment des IP, notamment des anomalies ou ainsi de suite. Que les trois grands moteurs vont être capables de ramener comme information. Fait que cumuler tout ça ensemble, ça donne une richesse à l'analyse qui est assez fantastique, là. Puis après, c'est pareil, t'as d'autres aspects, on va dire, si on est sur la question du moderne SOC, là, on est dans le workflow. Ce que j'ai présenté, c'est le côté, une fois que les événements arrivent, comment tu vas maximiser finalement les différentes étapes à l'intérieur pour aller chercher le plus de valeur. Mais après, je vais prendre deux autres exemples qui sont en amont et au-dessus de ce workflow-là. En amont, c'est comment je branche mon SOC. Donc là encore, je reviens 10 ans en arrière, brancher le SOC, c'était une galère pas possible, la stratégie de collecte, etc. Aujourd'hui, on a fait en sorte que ça, ce soit le plus efficace possible, le plus rapide possible. On a déjà tout un ensemble d'intégrations qui vont faire en sorte que dans ces intégrations, soit tu configures ta console de management de la brique en question en disant envoie tes data à Sequoia. Donc ça, souvent, ça passe par API, ça passe c'est par API. Soit tu vas avoir les solutions classiques de collecte du système d'information. Donc là, par exemple, tu vas avoir des mécanismes de type syslog et on va te donner un point de documentation pour dire modifie ta conf de serveur syslog pour faire en sorte que tout type d'information de telle source soit transféré dans ton environnement dans Sequoia et va tout de suite rentrer finalement dans le bon flux de traitement. Donc avec une clé particulière, ça rentre dans le tenant Nicolas, et dans le tenant Nicolas, c'est la source A qui parle. Et ça, on sait automatiquement que ça va être rangé au bon endroit. Donc ça, c'est le côté amont. Et avec cette logique-là,
c'est que la partie stratégie de collecte, encore une fois, on a des clients qui démarrent leur SOC en un jour. Et tu auras branché 3-4 sources de données de ton périmètre du système d'information. Et ça y est, ça tourne. Et comme en face, les moteurs sont là, dès le jour 1, ton SOC est opérationnel. Donc ça, c'est vraiment le côté rapidité à l'exécution, rapidité au déploiement du SOC. Nous, pour l'instant, on est sur une logique, on va dire, d'environnement cloud natif. Donc, on déploie du Sequoia par région cloud. Donc, ce qui fait que tu n'as pas la contrainte de déployer toute une stack, on va dire, en interne, même si, encore une fois, on va aussi avancer en 2026 pour aussi répondre à ces problématiques-là. Pour l'instant, du coup, on est cloud. Donc, ce qui fait que tu te branches, on va dire, et automatiquement, c'est compris en face. Tu n'as rien à déployer en interne chez toi. Et après, t'as un autre enjeu que je trouve hyper intéressant sur le marché aujourd'hui, d'un point de vue moderne SOC. Là, on est sur l'usage. On est le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de sociétés, en tous les cas, les sociétés de taille moyenne, elles ont pas la capacité, à travers leur people, de gérer le SOC en interne chez elles. Et donc, du coup, ces sociétés-là, elles vont s'appuyer sur des acteurs tiers, qu'on va appeler des acteurs, historiquement, c'était les MSSP. Maintenant, on parle plus d'acteurs MDR, Managed Detection and Response. Donc, ces acteurs-là proposent des solutions clés en main pour dire, écoutez, messieurs les clients, moi, je propose une solution qui est efficace. On va dire, vous avez juste à m'envoyer vos événements et moi, j'assure tout le service de SOC pour faire en sorte que je vais détecter, je vais réagir, prenant en compte vos considérations, je vais adapter les lignes de réaction par rapport à ce qui vous est propre, ce qui vous est spécifique. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ces acteurs MDR, nous, on va pouvoir les appuyer avec une plateforme technologique, donc du coup du Sequoia. L'architecture qu'on a montée, et ça, c'est encore une fois logique, je réponds au point moderne SOC, on l'a pensé en mode multi-tenant, qui va permettre de faire en sorte que au sein même d'une gestion MSSP, le MSSP ou le MDR, l'acteur MDR, va avoir 10 clients qu'il gère. Donc, sur son environnement Sequoia, moi, en tant qu'offreur MDR, je vais être capable de mutualiser mes traitements à l'échelle de 10 clients. Donc, je suis pas en train de faire 10 fois des choses différentes en me connectant à 10 consoles différentes. J'ai en une seule passe, dans une seule et même interface, mes 10 clients qui rentrent à l'intérieur. Chacun est dans son bucket de traitement de données particulier. Donc, les données sont bien silotées. J'ai bien 10 silos de données. Mais moi, comme j'ai les clés du camion d'un point de vue MDR, MSSP, en fait, j'ai une vue transversale sur tout ça. Et donc, du coup, dans mes interfaces, je vais mutualiser la vue dans les silos de données d'un point de vue événement, d'un point de vue alerte, pour gagner du temps d'un point de vue service. Et encore une fois, pour offrir une solution la plus efficace, la plus pertinente à mes clients. Et à la fin aussi, financièrement attractive pour faire en sorte justement d'avoir un service à valeur ajoutée. Et donc, du coup, on se complète vachement bien, je trouve, entre nous qui apportons vraiment le côté moderne SOC, mais sur l'angle technologique, et la partie des offreurs de services MDR qui vont justement adapter un service aux besoins et aux spécificités du client et en utilisant la techno telle que nous, on peut la proposer. Et encore une fois, avec l'aspect, je branche les data sources hyper rapidement. J'ai les moteurs qui sont prêts à tourner et automatiquement avec nourri de la donnée qui va bien. J'ai des stratégies de réponse qui sont préengagées. Et la seule chose qui va rester à faire finalement à l'acteur de service, MDR, ça va être de définir des plans de réponse spécifiques aux clients, qui sont là un peu sa zone de valeur ajoutée aussi, et après d'assurer le run derrière les alertes, les aspects traitement 24/7, communication téléphonique, notification, mise en adéquation par rapport à une PSSI, une politique de gestion de crise, etc., etc. Ça, c'est pas la zone du produit, c'est la zone de l'humain. Et donc, ouais, ça permet de faire tout ça. Et mais c'est important l'humain dans l'équation. Puis justement, là, on a parlé du nombre de faux positifs, ça évite que l'humain se brûle. Ouais. Là, l'humain peut être accompagné parce que là, on a un MDR qui vient nous appuyer. Puis effectivement, pendant 95% des compagnies n'ont pas les moyens ou les capacités d'avoir en in-house leur capacité de traitement, d'avoir leur SOC à eux autres. Donc, effectivement, de traiter à l'extérieur est une bonne alternative et de se retourner vers un fournisseur qui est de qualité, qui permet d'avoir cette valeur ajoutée-là, puis justement de nous ramener. Je vais faire un crush sur Oxa qu'on a parlé la dernière fois et comment, justement, dans cette architecture de moderne SOC, comment on peut justement brancher ces sources-là, parce que le bénéfice de Oxa, c'est cette
collaboration, tu as parlé de SOAR parce que justement, tu as ça, tu as de l'alimentation, tu as d'autres choses, dont vos partenaires avec qui vous travaillez de façon très rapprochée. Cette façon d'utiliser best of breed dans le Modern SOC, comment ça se métallise, notamment dans le contexte de Oxa, mais pas exclusivement? Ouais, donc tu vois, dans ce que je viens de dire du Modern SOC, j'ai parlé du workflow et je décris les zones un peu amont dans lesquelles on raccroche les technologies partenaires. Et c'est là où Oxa a le maximum de valeur, c'est comment je parle aux technologies qui m'entourent. Parce que finalement, je grossis le trait de crayon, mais en fait, le SIEM est là pour manger les données de solutions tierces. Donc, si typiquement, dans cette zone de je dois manger les données de solutions tierces, je peux faciliter la création du lien entre celui qui génère et celui qui consomme. Je vais être meilleur. Donc, si on peut parler d'un format de données qui rend les choses plus simples, en l'occurrence, il y en a quelques-uns, et aujourd'hui, j'invite tout le monde à regarder OCSF si vous réfléchissez à créer vos propres formats de données. Ça permet d'aller plus vite sur le marché, d'utiliser des choses qui sont pertinentes. Vous êtes, en tant que producteur de données, générateur d'un format qui est efficace et qui sera du coup consommé d'un point de vue efficace, ça c'est pour nous, sur la logique de SIEM. Et en fait, Oxa a une autre vertu, c'est le fait de pouvoir créer des intégrations plus facilement. Donc, on se rend bien compte, encore une fois, logique, il y a les producteurs de technologie et il y a celui qui consolide les logs de l'autre côté, le SIEM. Si on doit créer, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, toutes les intégrations avec tout le monde, ça prend énormément de temps ingénieur, tant d'un point de vue de ceux qui sont les éditeurs de produits que celui qui est le SIEM. Et aujourd'hui, c'est ce que fait le marché. On n'est pas très bon sur ça collectivement, et si on pouvait avoir des logiques dans lesquelles chaque acteur qui connaît sa techno dit voilà comment ma techno fonctionne, voilà les types de données qui sont générées, voilà dans quelle catégorie de produits j'exerce, et si tu veux parler avec moi, voilà quels sont mes endpoints que tu peux solliciter pour faire des choses avec moi, et voilà les types de choses que tu peux faire avec moi. Si ça, on sait l'utiliser à l'échelle de l'industrie cybersécurité, on a tout gagné. Ça veut dire que tout le monde peut travailler les uns avec les autres. Et c'est ça la philosophie d'Oxa sur l'enjeu de l'interopérabilité. C'est le fait de dire que tout acteur est communicant avec les uns avec les autres. Je ne sais plus si on l'avait évoqué la dernière fois, mais il y a une piste qui est hyper intéressante, c'est la logique de pouvoir travailler avec du MCP. MCP qui permet de rajouter une couche un petit peu de langage naturel au-dessus de ça. C'est que non seulement tu sais dire côté gauche générateur d'événements, côté droit consommateur d'événements, comment les choses fonctionnent mieux ensemble. Et si en plus tu as la couche MCP des deux côtés, qui va permettre d'enregistrer un produit par rapport à un autre, de demander les capacités logicielles, parce que tu n'es pas sûr de toi en tant que produit de droite, qu'est-ce que peut faire le produit de gauche, tu lui demandes, tu dis, tu sais faire quoi par rapport à ça? Et il va te répondre encore une fois sur cette logique langage MCP, mais s'appuyant derrière sur des API, en disant voilà mes différents endpoints que je peux faire. Et donc, du coup, toi, derrière, tu as un utilisateur en amont de ça qui a ses demandes. Et via sa demande, tu vas comprendre, on va dire que ce qu'il cherche à faire va être possible à travers la réponse MCP qui sera restituée. Et du coup, tu vas solliciter dans un deuxième appel MCP le fait de faire appel à l'API qui va bien derrière et qui permet de faire le boulot par rapport à ce que l'utilisateur veut. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça permet vraiment d'avoir la couche d'abstraction, on va dire, à l'échelle de l'utilisateur. Pour moi, entre produits, tu as les API qui parlent, mais comme tu dis qu'au-dessus d'un produit, tu vas avoir un utilisateur, le MCP est là pour vraiment faire le lien en disant, lui, il peut parler, il parle pas, il connaît pas la doc produit pour solliciter un endpoint d'API, il va parler avec du prompt ou de la query ou des choses assez basiques, une petite barre de recherche, et à travers ce qu'il te demande, finalement, tu vas tout traduire de son point de démarrage, de son produit de démarrage vers le produit de destination et permettre de délivrer un workflow à valeur ajoutée. Donc, tu as toute cette logique-là dans Oxa qui est là et qui est pensée pour ça. C'est vraiment sur l'enjeu de l'interopérabilité entre les produits et faire en sorte que ça maximise les workflows utilisateurs. Et finalement, j'aurais presque tendance à dire à ce niveau-là que le SOC n'est qu'une illustration peut-être la plus forte, parce que quand on dit SecOps, le SOC est quand même l'élément clé, mais ça peut aussi être à côté. Ben, c'est ça, c'est un ensemble de choses, puis c'est une très belle illustration d'intégration complémentaire et d'Oxa. Puis parler d'Oxa était un prétexte pour amener justement sur cet élément-là, que c'est un écosystème complexe
avec beaucoup de points de données. Vous avez des moteurs qui sont excellents pour arriver justement à contextualiser, à traiter, puis à agir de l'autre côté, et justement de pouvoir brancher avec tout ce qui est là, puis justement accélère, parce que justement ce que tu mentionnais, l'accélération tu branches, ça va vite. Plus on a des choses à source ouverte, des choses à standard ouvert, plus c'est facile de brancher, plus ça apporte de la valeur aux entreprises qui déploient. Que ce soit Sequoia et un autre, là, c'est-à-dire dans la pureté du discours, mais demeure que ça l'ajoute, et c'est là où les produits comme le vôtre viennent briller du fait que les 3 moteurs que tu mentionnais sont d'excellente qualité. Et là, on va ajouter justement la brique puis toutes les informations qui sont déjà en place dans les différents lieux. Donc, le Modern SOC, pour moi, là, qui vit ça depuis malheureusement trop longtemps, qui est brûlé de ça, de simplifier ma vie énormément, d'accélérer mon travail, puis justement que comme humain, je ne sois pas brûlé par des alertes qui soient fausses, et comme c'était le cas il y a 10 ans, et mon travail de classement était maintenant relégué à la machine. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que pas plus tard que ce matin, je lisais des messages un peu d'analystes de sociétés des analystes marché. Et c'est rigolo, les deux avaient donc 2 marques différentes, tenaient à peu près le même message en disant en 2025, on a vu beaucoup, on va dire, de velléité du marché à mettre en avant l'IA, à travers justement des logiques d'agentic, etc., en clamant le fait que les AI SOC allaient répondre à tous les besoins du SOC, tous les pain points du SOC. Désolé, j'ai pour les anglicismes. Et en fait, les 2 analystes disaient, mais c'est vrai que ça apporte des choses, mais en fait, la clé qu'on verra en 2026, c'est plutôt la valorisation des data sources de pertinence. Et je suis 100% aligné avec ça. Data source de pertinence, encore une fois, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'est-ce que j'ai en connaissance interne, qu'est-ce que j'ai en connaissance externe. Connaissance externe, c'est ma threat intel. Et si ma threat intel, on va dire, elle n'est pas maîtrisée, elle va m'apporter, on va dire, de l'information fausse, et mon IA va démarrer en exploitant de l'information fausse. Donc à la fin, il va me donner quoi? Des trucs qui sont faux. Donc j'aurais beau avoir j'ai mis de l'IA dans mon produit, mais si je démarre par des data sources, on va dire, qui sont pas précis, je vais juste à la fin faire des mauvais résultats de la génération d'alertes qui sont de type faux positif, voire pire, de l'exécution de tâches qui sont dangereuses pour le système d'information ou contre-productives. Et ça, c'est la cata. Et en fait, c'est la même chose sur tes assets. Il faut bien les connaître, bien les maîtriser. Et en fait, c'est vrai que pour un SIEM, c'est logique de maîtriser tes assets, parce que tu vois plein de logs passés qui, au moment, sont... c'est comme des boules à facettes. En fait, j'ai une boule à facettes qui arrive, qui me donne de l'information sur un asset qui communique avec un autre. Puis après, 10 minutes plus tard, j'ai une autre data source, mais qui me parle du même asset, mais cette fois-ci, c'est les users qui sont dessus. Donc finalement, quand j'associe ça, je vais être capable, là encore, de créer un peu ce genre de micrographe entre assets en disant, tel asset, c'est une machine, elle a tel IP, tel user dessus. Plus tard, je sais que j'ai une vuln qui est associée à ça, etc., etc. Donc j'ai ma connaissance interne qui va se construire comme ça doucement. Et lorsque arrive le moment où j'ai quelque chose, on va dire, qui va être suspect, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je sais en interne? Qu'est-ce que je sais en externe? Et si ça, c'est qualitatif, là, ok, tu lances l'IA et tu auras des traitements qui vont te faire gagner du temps en efficacité. Mais il faut être bon au départ, il faut avoir des data sources fiabilisées. Et je pense que c'est là où les analystes marché, on va dire, critiquent un petit peu le marché aujourd'hui, en disant tout le monde a clamé de l'IA, mais ils ont mis quand même pour beaucoup aussi des éléments de crotte dedans. Et du coup, tu fais rien de bon avec ça. Il faut avoir, encore une fois, de la précision sur tes data sources d'entrée pour faire quelque chose d'efficace. Oui, puis c'est une belle façon de conclure, parce que là, on fait une ouverture pour un prochain épisode justement sur l'intégration de l'IA au complet. On l'a effleuré un peu à travers l'épisode, justement dans un contexte de SOC moderne. Et effectivement, ça va arriver, le fait que tu amènes ce sujet-là à la fin, c'est parfait, parce que ça va nous donner le rebond pour la prochaine fois, parce qu'il y a beaucoup de choses. Là, on a parlé de la qualité d'information, qualité des moteurs, et je pense qu'on a une belle opportunité de poursuivre cette conversation-là, mais descendre vraiment très, très profondément sur les apports du IA et les choses qu'il faut être prudent dans l'usage de ceux-ci, puisque l'agentique, comme il a été vendu en 2025, a des limites, comme tu as clairement mentionné, et c'est sur ça qu'on se dirige en 2026, de passage à on a quelque chose qui fait du travail brut, mais de mauvaise qualité, à quelque chose qui fait du travail brut et de bonne qualité. Donc, on va
profiter de l'occasion pour en parler Ouais, mais ce sera avec grand plaisir. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire et c'est génial. On peut faire des trucs de fou. Vraiment, Oui, absolument. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt.